Les amis, je vais vous proposer les vidéos en 4 temps. En 4 temps, c'est pour que vous voyez vous-même l'impossibilité d'Emmanuel Macron d'envoyer les troupes en Ukraine. Mais de comprendre aussi qu'il est beaucoup plus dans le bavardage. Parce que même dans ses propres médias, les médias qui le soutiennent, qui ont soutenu la Macronie, qui continuent de soutenir la Macronie aux dépens du peuple français, même au sein de l'armée, ils ne croient pas à cela. Le chef d'état-major de l'armée française a parlé de 20 000 hommes qu'on peut envoyer en Ukraine. 20 000 hommes, c'est un tiers de l'armée française. Et ils sont éparpillés partout, il faut les regrouper, la logistique, désolé, et tous les autres. C'est pas du tout facile comme les gens le pensent. Maintenant, envoyer les troupes en Ukraine, c'est la déclaration de la guerre contre la Russie. Est-ce que Macron est prêt à cela? Est-ce que le peuple français est prêt à accepter la déclaration de guerre contre la grande Russie? Tout le monde connaît les conséquences. Ils ont essayé économiquement, ils ont eux-mêmes détruit les économies. Vous voyez un peu les amis. Donc, la complexité de cette affaire ne réside pas uniquement dans les différentes déclarations nulles et nullissimes même d'Emmanuel Macron. Ça réside aussi dans la vérité ou une certaine vérité. Qu'est-ce qui se trouve dans la vérité? La vérité est chiffrée. L'armée de l'air ou l'armée de terre française, ce qui est mobilisable, c'est combien? C'est 120 000 hommes. Ce qui est mobilisable de part de l'armée de terre. Si 20 000 est déjà parti, les autres, c'est pour protéger le territoire. En cas de, vous voyez un peu. Donc, il faut protéger ses arrières. Quand j'ai fini de dire ce que j'ai dit là, envoyer les troupes nécessite quoi? Le passage par l'Assemblée nationale avant de déclarer la guerre contre la Russie. C'est ce qu'il faut faire. Donc, il y aura un débat huileux et vous allez voir que c'est compliqué pour que les députés puissent accepter de telles âneries. Deuxième chose, il faut que le Premier ministre aussi valide l'idée de la déclaration de guerre. Bon, c'est acquis parce que quand on voit qui est le Premier ministre en France, on comprend directement que il n'a pas besoin de... Il n'y aura pas de dérangement de ce côté-là. Ça va passer comme une lettre à la poste. Mais déclarer donc la guerre contre la Russie suppose quoi? Que la France est prête à la confrontation directe sur son sol. Et je doute fort que cela passe. Donc, est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas dans les déclarations macroniques parce que les élections européennes arrivent en juin, donc dans quelques jours, et que les sondages montrent que son parti va perdre lamentablement? Beaucoup de gens pensent aussi cela. Mais il faut faire attention à ce monsieur. Il a fait la déclaration lors de ce sommet qu'il avait organisé en réunissant 26 des 27 membres de l'Union européenne, en déclarant que l'option d'envoi des troupes au sol n'est pas écartée. Et nous tous, on sait la tollée que ça avait généré. J'ai dit la tollée que ça avait généré, les amis. En Europe, les chancelleries et tout le monde lui disait, mais d'où sors-tu avec cette idée-là? On a discuté des choses comme ça, mais nous avons décidé de ne pas le dire et c'est pas à nous de penser des choses comme ça. Olaf Scholz n'est pas d'accord, Biden n'est pas d'accord parce qu'il y a cette épée de Damoclès qui est l'arme nucléaire qui pèse. Et tout le monde sait, personne ne veut l'apocalypse. Les Américains ne veulent pas que les armes touchent leur territoire parce qu'ils savent que c'est possible avec la Russie. Et la Russie partage les frontières avec les Américains pour la gouverne des Européens. Donc, c'est le seul pays au monde qui partage les frontières avec l'Europe et les États-Unis, la Russie. Donc, penser affaiblir un tel pays, vraiment, c'était une idée reçue parce qu'ils ont pensé que la Russie de Yeltsin était toujours d'actualité. Donc, on pouvait continuer avec cette stupidité et que ça devait passer. Malheureusement pour eux, c'est pour cette raison que nous disons, regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez l'attitude des Russes, comportons-nous exactement de la même façon pour libérer l'Afrique de ces gars qui nous ont toujours maintenus dans la souffrance, dans la galère depuis des lustres, les amis. Donc, j'ai dit, écoutez, d'abord, il y a un colonel qui parle. Le colonel Dijon dit des choses claires. C'est Goya, c'est pas c'est Goya ou Dijon, quelque chose comme ça. Il parle, bon, colonel français qui parle, et il ne croit pas à l'idée même de l'envoi des troupes au sol. Je vous suggère de l'écouter. Est-ce un jeu dangereux, colonel, en persistant
dans l'idée d'envoyer potentiellement des troupes au sol en Ukraine? C'est dangereux si l'échec est au bout. Aujourd'hui, personne n'en sait rien. Par contre, est-ce qu'on peut le faire ou pas? C'est ça le cœur du sujet. Et pourquoi fait-il cette déclaration? Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il veut faire? D'abord, c'est assez imprécis. Je veux dire, on parle de troupes au sol. Il y a différents niveaux. Il y a différents niveaux. Premier niveau, c'est mettre des conseillers, accompagner l'armement qu'on a donné. J'imagine que les canons César qui ont été livrés sont accompagnés par les techniciens qui suivent. Le deuxième modèle d'opération qu'on peut mettre en place sont des forces spéciales, des troupes légères ou des forces en appui, par exemple, ou en soutien. Donc, je dirais assez loin du front et en fait qui aident quelque part les Ukrainiens dans la logistique, etc. Puis le troisième niveau, c'est les troupes au sol. Ça, c'est des soldats, c'est des unités constituées. Aujourd'hui, on en a pas mal puisque vous en avez en Roumanie, vous en avez en Estonie. Donc, on pourrait éventuellement injecter ces hommes. Il y en a pas beaucoup, il y a à peu près 2000 hommes. On pourrait les renforcer par vous vous rappelez, le chef d'état-major il y a quelques semaines a fait un article dans Le Monde dans lequel il évoquait la possibilité d'avoir une force potentielle de 20 000 hommes. Donc, on peut considérer que c'est possible. Ceci dit, c'est énorme parce que notre armée de terre, cette brigade, ça fait en gros 70 000 hommes. 20 000 hommes sur le terrain égale le tiers de l'armée française qui est partie. Donc, c'est énorme. Il reconnaît, les amis, il reconnaît lui-même que c'est dangereux. C'est dangereux, comme a dit les Russes, parce que c'est ce que la journaliste lui pose comme question. Est-ce que les déclarations là sont des déclarations dangereuses? Ah oui, oui, oui. Il reconnaît parce que qui parle de la guerre, ce n'est pas de la blague, les amis. On parle de la guerre. Et qui parle de la guerre parle de Rengengue. La suite maintenant, chiffrer, les amis, sur le nombre de militaires français et papiers en Europe et toutes les différentes possibilités. Je vous suggère de regarder ceci. C'est énorme. Et bien justement, on poursuit cette discussion, colonel, avec Nivine, qui, carte à l'appui, va nous expliquer quelles troupes françaises pourraient être envoyées et dans quel délai. C'est très intéressant de regarder. Alors effectivement, si la France décidait d'envoyer des troupes au sol en Ukraine, Paris commencerait probablement par déployer les unités qui se trouvent déjà dans la zone évoquée à l'instant par le colonel Pierre de Jong. Alors effectivement, il y a 2000 militaires français qui sont aujourd'hui déployés à l'est de l'Europe dans le cadre de plusieurs opérations en collaboration avec l'OTAN. La moitié de ces unités se trouve effectivement aujourd'hui en Roumanie. 1000 hommes, un système Mamba également présent sur place dans le cadre de la mission Aigle qui s'est un peu transformée et qui est aujourd'hui rebaptisée Multinational Battle Group avec des renforts belges et luxembourgeois qui complètent effectivement les effectifs français. Les effectifs français qui sont également présents, on le disait à l'instant, en Estonie dans le cadre de la mission Lynx. Cette fois, ce sont 300 soldats qui sont déployés sur place, 12 blindés Griffon, un peloton d'AMX-10 RC, mais également 4 canons César. 600 hommes sont prépositionnés en Roumanie. Voilà. Et là, j'aurais aimé faire évacuer rapidement cela, mais les amis, compte tenu des réalités de droits d'auteur et autres, qui peut perturber notre plateforme. C'est pour cette raison qu'on essaye de temps en temps de vous faire écouter un morceau selon les règles de cette plateforme. La suite, c'est tout de suite. Dans le cadre de l'opération de l'OTAN Air Shelting avec un certain nombre d'avions, des Rafales, des AWACS notamment, qui survolent l'ensemble des pays qu'on vous a coloriés en bleu sur cette carte et qui patrouillent quasi quotidiennement entre la mer Noire et la mer Baltique. En plus de ces effectifs qui sont donc présents quotidiennement sur le flanc est de l'Europe, des soldats se préparent à un éventuel déploiement en participant à des exercices toujours dans cette zone. En Roumanie par exemple, au mois de janvier, eh bien des soldats français ont participé à un exercice baptisé Eagle Spirit qui consistait tout simplement à s'entraîner au combat dans les fossés, dans les tranchées, dans un contexte de météo assez particulier parce qu'ils se sont entraînés en pleine Rasputista, en tout cas dans les conditions d'eux. Plus récemment en Pologne, l'armée française a également participé à un exercice interallié et inter-armes Dragon 24 en cas de crise majeure. On l'évoquait à l'instant, eh bien ce sont 20 000 hommes qui pourraient potentiellement être déployés dans un délai de 30 jours selon le chef d'état-major de l'armée de terre. Si Emmanuel Macron le décide et que le Premier ministre le valide, eh bien l'envoi des troupes françaises pourrait être extrêmement rapide. Alors attention, ça ne veut pas dire que dans un mois, des soldats français vont combattre en Ukraine les gars ne croient même pas eux-mêmes. C'est-à-dire que quand vous écoutez bien les détails qu'elle donne, il dit que les détails qu'elle donne chiffrés et la complexité de déployer les hommes là, la réalité ou les réalités, vous comprenez qu'eux-mêmes ils ne croyaient pas à cela. Ils ne croyaient pas aux déclarations d'Emmanuel Macron. Ouais. Et là, elle conclut directement que c'est pratiquement impossible, les amis. Écoutez. Ils seront mandatés pour des missions diverses et évidemment graduées qui consisteraient par exemple dans un premier temps, pourquoi pas, à déminer, à former les soldats ukrainiens, à réparer le matériel présent sur place. Dans un deuxième temps, pourquoi pas, sécuriser une zone, notamment les villes libérées ou les frontières. Et puis enfin, dans un troisième temps, participer au combat, même si pour l'heure cela semble peu probable puisque cela reviendrait finalement à déclarer la guerre à la Russie. Et dans ce cas-là, eh bien, Emmanuel Macron serait politiquement en tout cas obligé de demander un vote parlementaire. Emmanuel Macron, qui l'a rappelé dans The Economist hier, pour l'instant, il n'est pas question d'envoyer des troupes. Pourquoi? Eh bien, tout simplement
simplement parce que les Ukrainiens ne le souhaitent pas. S'il y avait une demande ukrainienne, eh bien, ce n'est pas le cas aujourd'hui. On pourrait se poser la question. Pour l'instant, donc, ce n'est pas le cas. Les Ukrainiens ne veulent pas d'hommes. Ils le martèlent depuis des semaines maintenant. Ce qu'ils souhaitent, ce sont bien évidemment des armes. Comprenez que c'est compliqué pour eux. C'est fait, c'est clair que les Français, même les médias, ne croient pas aux déclarations d'Emmanuel Macron. Thank you, friends, for always watching. It's always an immense pleasure to know that you watch videos on this platform. As usual, thank you again and bye-bye.